Qui rime avec l'actualité. Bonjour et bon week-end chez vous. Bienvenue à votre émission qui ne cesse de vous mettre au parfum de l'actualité. Sur ce plateau aujourd'hui plutôt, nous allons juste échanger par rapport à ces trois thématiques. Donc, la révision de la Constitution, la hausse des carburants, rencontre du président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que les cardinals Ambongo. C'est ça juste le titre de cette émission pour ce matin. Alors j'ai resté pour vous, analyste politique, cadre de l'Union Sacrée, M. Gilles Mbouy. C'est avec lui que nous allons juste échanger par rapport à tous ces titres. M. Gilles, bonjour, bon week-end, bienvenue à cette émission. Merci et bon week-end à vous également, Madame Melali. Merci pour avoir encore accordé la confiance à mon égard pour essayer d'analyser la thématique et la problématique de l'actualité de notre beau pays. Merci beaucoup. On ouvre cette émission avec la journée d'hier qui était juste dédiée à nos militaires. Quelle lecture faire? Bon, en fait, c'est vraiment avec un sentiment positif du fait qu'au niveau de notre pays, nous avons pensé à une journée spéciale pour dédier à nos voyants héros qui cessent de travailler pour sauvegarder les différents. En fait, c'est sauvegarder les territoires de notre bon pays. Vraiment, c'est vraiment une journée à qui on peut toutefois louer nos militaires, à qui toutefois on peut peut-être les encourager avec tout ce qu'ils sont en train de faire, surtout au niveau de l'Est, et de se battre contre les ennemis. Vraiment, c'est vraiment une réflexion purement positive de réserver une journée spécifique pour nos militaires. Voilà, c'est vraiment une journée spécifique. On va aussi y revenir. C'est vrai que hier c'était juste à l'occasion de nos militaires, mais malgré la dite journée aussi, l'ADF n'est pas resté indifférent face à la République démocratique du Congo. Quelle lecture faire par rapport à cette tension, la montée de la tension de la partie est de la République démocratique du Congo? Alors, madame, moi je suis toujours positif vis-à-vis de ce qui se passe au niveau de l'Est avec les aventures de Nanga. Moi, quand j'appelle ça les aventures, c'est-à-dire que nous savons déjà la situation. Ce n'est pas Nanga, ce n'est pas Nanga qui est, ce n'est pas Nanga. Bon, en fait, les Nanga, les autres, tous ces gens qui sont au niveau de l'Est, les ADF, ce sont des aventuriers de mauvais goût qui sont toujours là pour s'aimer les deux autres dans le parti Est de notre pays. Mais espérons qu'avec des stratégies diplomatiques, empiriquement aussi militaires, que la République via notre président, ils sont en train de mettre en place, la situation sera décantée d'une manière ou d'une autre. Alors, quand vous avez évoqué juste les problèmes de Nanga, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire aussi appel de son côté comme étant fils maison, une manière aussi de dialoguer avec lui? Ça va juste apporter un très bon... Madame, je pense que vous avez suivi les différents discours du président. Le président était catégorique. J'ai toujours dit ici dans les différents plateaux, là où je parle, là où je fais mes analyses, le président est pour le dialogue. Mais il faut dialoguer avec qui? C'est ça le grand problème. Il faut dialoguer avec qui? Parce que dans l'histoire de notre pays, il y a eu plusieurs dialogues, il y a eu plusieurs concertations qui n'aboutissent absolument à rien. Les histoires de CNDP, l'histoire de 1-23, c'est tout simplement un Cameroun qui change de couleur. Dialogue intercongolaise, les rencontres de Nairobi, les rencontres d'Addis Abeba, les rencontres d'Angola, il n'y a pas toujours de résultats. Raison pour laquelle Fachi, connaissant tout cela, il est pour le dialogue. Mais il faut dialoguer avec qui? Parce que cette fois-ci, nous devons dialoguer, mais nous devons penser à une paix durable. Raison pour laquelle le président était catégorique. On ne peut jamais dialoguer avec Nanga. Nanga, c'est tout simplement un monsieur qu'on met devant, mais il y a des autres qui sont derrière Nanga. Raison pour laquelle le président Fachi était tout à fait vraiment impératif. Il veut le dialogue, mais il veut dialoguer avec les gens qui sont vraiment réellement les gens qui ont agressé, en fait, qui agressent notre pays. Et quand le montée de la tension revient juste le goût de la population congolaise, quelle voie faut-il suivre de toute façon? Bon, en fait, jusqu'au preuve du contraire, moi, quand je fais des analyses étant qu'intellectuel, j'ai toujours prôné ce qu'on appelle une approche des approches pour essayer de décanter la situation de l'autre côté. Je suis pour le dialogue et en même temps, je suis aussi sur l'approche réaliste que j'avais dit dans les différentes émissions, parce que dans cette approche réaliste, comme j'avais dit, c'est développé par Thucydide et Hobbes, qui estiment qu'en cas de problème, il faut toujours recourir à la guerre. Nous devons combattre. C'est une approche.
Et de l'autre côté, il y a encore une autre approche développée par Montesquieu. À un certain moment, la guerre n'est pas toujours une fatalité. Si le pays est agressé, à un certain moment, il faut recourir à ce qu'on appelle une approche libérale. Et dans cette approche libérale, c'est là où prône ce qu'on appelle le dialogue, la coopération. Maintenant, moi, partant de ce qui se passe au niveau de l'Est, personnellement, je suis pour ces deux approches. En même temps, nous devons nous battre comme nous voyons, les militaires sont en train de le faire maintenant là. Et en même temps, si nous devons, on ne peut jamais écarter ce qu'on appelle l'approche du dialogue. Donc, il faut que la République, il faut que notre pays prenne ces deux approches pour essayer de surseoir définitivement la paix au niveau de l'Est. Oui, il y a plus de raison pour laquelle maman, s'il vous plaît. Je prise d'abord avec ma question. Oui. Parce que vous nous avez présenté des approches. Oui. Soit c'est la réaliste ou libérale. Voilà, c'est ça. Oui. Entre la guerre et la négociation, quel chemin faut-il? En fait, il n'y a pas un schéma négatif ou un schéma positif. Une bonne approche, c'est celui qui donne ce temps de résultat. Si ça s'avérait que dans l'approche réaliste, il y a les résultats, on peut aller par ça. Si ça s'avérait que dans une approche libérale, il y a les résultats, on peut aussi opter pour ça. Mais il faut contextualiser la situation de l'Est. Ça fait au moins 20 ans que la situation persiste. Et en même temps, je tiens à t'informer, il y a eu plusieurs dialogues, plusieurs concertations. Exactement. Mais il n'y a pas toujours des résultats. Mais ici, je vais te dire ceci. Fachi est pour le dialogue. C'est-à-dire, quand on fait en remonter l'histoire, personnellement, on s'est rendu compte, c'est comme si les gens dialoguaient, mais se posaient un problème. C'était tout simplement une concertation, le dialogue basé sur l'hypocrisie. Raison pour laquelle Fachi, connaissant tout cela, il veut dialoguer. Mais nous devons bien dialoguer. Donc on s'est rendu compte que la République ne dialoguait pas bien. Il n'y avait pas de concertation franche. Donc les gens étaient là, ils sont là en train de se concerter, ils sont là en train de dialoguer, mais chaque groupe possédait ses propres agendas. Maintenant, s'il faut se mettre d'accord avec vous, c'est bien de dialoguer, mais avec qui? Avec qui? Avec qui? Avec les gens à qui, en fait, depuis que Fachi est arrivé au pouvoir, il y avait l'ancien régime ici. Ils n'ont jamais haussé le ton d'une manière officielle pour dire ouvertement c'est le Rwanda qui nous agresse. On nous parlait toujours de 1,23. Mais avec l'arrivée du Fachi Béton, il a dit ça ouvertement. Que désormais nous sommes agressés par les Rwandais. Ce n'est pas l'affaire de 1,23. Nous devons négocier d'abord avec ces gens-là. Pas l'aventure de Nanga. Pas avec l'aventure des gens de 1,23. Donc ce qui est sûr, nous sommes des intellectuels. On s'est rendu compte que nous devons dialoguer mais avec ces gens-là. Mais en même temps aussi, moi je n'écarte pas l'option de la guerre. Donc raison pour laquelle je te dis, mettons ces deux approches sur la table. En même temps on dialogue et en même temps nous sommes sur la guerre. Pour le moment, c'est Nanga qui pose problème pour le climat de l'Est dans la Padoie. Effectivement, parce que savez-vous que les encombre de Nanga sont des traîtres de la République. Un jour, dans les différents plateaux, ici, moi j'ai toujours dit, comment Nanga qui fut président d'une institution à l'appui à la démocratie, CENI. Mais on s'est rendu compte que ce type est allé de l'autre côté pour tuer ses propres frères. Et quand lui aussi acquise le régime actuel, de toutes les façons, c'est qu'il y a à boire et à manger aussi. Il acquise par rapport à quoi? Lui, Nanga, qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas? Il estime quoi? Que le pays est mal géré, il oublie l'histoire. Normalement, ça c'est la trahison. Il a juste accepté l'offre. On a juste donné l'offre à Nanga. Nanga a accepté tout simplement dans l'offre. Partant de l'offre que Nanga a acceptée, il est de l'autre côté tout simplement par rapport à l'offre que les gens de l'autre côté lui ont proposé. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il acquise. En fait, il est en train d'acquiser le pouvoir en place. Donc, c'est tout simplement, il a accepté que l'offre. C'est comme ça. Un message fort à l'occasion de cette dette réservée à nos militaires pour tourner la page avec le tout premier sujet. Oui, étant que patriote, étant que Congolais, étant que fils naturel de notre pays, je tiens toujours à encourager nos vaillants héros qu'ils continuent toujours parce qu'ils ont essayé de sacrifier leur vie pour notre beau pays. Ils continuent dans cet élan et puis je pense qu'un jour il y aura une paix durable au niveau de l'Est. Merci beaucoup, c'était le tout premier sujet de notre émission. Ouvrons une nouvelle page. C'est la hausse du carburant dans la ville-province de Kinshasa. Monsieur Jules, quel regard portez-vous face à cette situation? Alors, maman,
Lali, en fait, ça fait un peu bout de temps que j'essaie de suivre tes différentes émissions. Je suis tellement flatté quand tu m'avais contacté pour me parler que, M. Gilles, on doit essayer d'analyser parmi les thématiques la problématique de hausse des carburants. Alors, quand moi je fais les analyses partant de cette problématique de hausse des carburants, là, je prends un peu ma casquette étant que politique, je mets en côté. Ici, je réfléchis comme intellectuel. Okay. Parce qu'un intellectuel, c'est une personne qui peut proposer, c'est une personne qui a en fait un libre d'esprit. Alors, regardez, le carburant, le pétrole, c'est vraiment une matière très précieuse. J'essaie un peu de réfléchir votre mémoire. Vers le XVIIIe siècle, une matière qui était très importante au niveau, en fait, d'une manière générale au monde, c'était de l'or. Mais quand les gens ont essayé de découvrir les biens fondés du pétrole, où je parle du carburant, les carburants à l'époque, vers le XVIIIe siècle, sera même baptisé comme l'or noir, vu son importance. Moi, je suis congolais, je vis à Kinshasa. Nous sommes déjà devant une situation, un dilemme très important par rapport aux situations du dollar. C'est comme si déjà la situation de hausse de l'inflation, si on ajoute encore la problématique du carburant, vraiment les gens sont tellement ficelés. Parce que le carburant est considéré comme une matière très importante. Et le pétrole, le carburant a un impact direct sur l'économie des hommes ou de la nation. Alors, regardez, avant que j'arrive à votre question, les carburants, d'une manière internationale, il y a ce qu'on appelle le déterminant de prix du pétrole, c'est-à-dire les indicateurs ou les facteurs qui peuvent être à la base, soit du pénurie, soit de l'augmentation du prix, ou soit de la stabilité des prix, n'est-ce pas? Parmi ces facteurs, parmi ces indicateurs, il y a 4 facteurs. Premier facteur, d'une manière générale, on réfléchit en termes de contexte économique. Là, dans ce de votre pays, on tient compte de votre budget. Si dans votre pays, vous avez suffisamment un budget alloué très capital, votre budget peut être aussi à la base de la stabilité, la pénurie, ou soit on passe le temps. En fait, on passe par là. Deuxième facteur, d'une manière générale, on parle de ce qu'on appelle l'équilibre de l'offre et de la demande. Est-ce que dans votre pays, ce que vous demandez comme carburant et ce que vous consommez d'une manière locale, ça doit être équilibré. Si ça verrait que vous demandez plus et que vous consommez moins, ça peut être aussi à la base comme facteur soit de la hausse, soit du pénurie, soit de la stabilité. Mais c'est Gilles. Alors, laissez-moi évoluer, madame. Non, j'arrive. Je vais... Merci beaucoup de retour sur ce plateau. Veuillez nous excuser. Vous comprenez que la technique aussi a ses caprices. Donc nous vous présentons juste nos sincères excuses. Je rappelle que nous parlons sur la hausse du prix des carburants. Voilà pourquoi nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux M. Jules Mbouy, qui est juste cadre de l'Union Sacrée, analyste politique. C'est avec lui que nous sommes en train d'échanger par rapport à ces divers titres énumérés depuis le début de notre émission. Je reviens à vous, M. Gilles. Je disais auparavant qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est vrai qu'il y a hausse de prix, mais nous sommes censés aussi de connaître les sous-bassements. Qu'est-ce qui se casse? Quelle est la vraie cause de cette hausse de prix, M. Gilles? Alors, tout de suite, là, je te disais que nous sommes déjà ici, moi, quand je réfléchis, ici, je ne réfléchis pas comme politique par rapport à ces thématiques, je réfléchis étant qu'intellectuel, n'est-ce pas, madame? Alors, tout à l'heure, je disais, le carburant est considéré comme une matière très précieuse. Comme le carburant est considéré comme une matière très précieuse, dès qu'il y a hausse de prix, on constate qu'il y a l'impact direct sur l'économie. Tout de suite, là, je te disais, nous avons déjà un problème de l'inflation au niveau du hausse du taux du dollar. On ne peut pas encore ajouter un problème sur un autre problème. Alors, regardez d'une manière générale, là, je réfléchis de manière internationale. Il y a quelques facteurs qui peuvent être à la base, soit de la stabilité du prix, soit de la pénurie du carburant, ou soit de l'augmentation du prix du carburant. C'est ça ce qu'on appelle le déterminant de prix du pétrole. Parmi ces déterminants, il y en a 4. Un, je parle de contexte économique.
Alors, le contexte économique fait partie des indicateurs ou d'un facteur très important qui peut être à la base, soit de la stabilité, soit de pénurie, ou soit de hausse du prix du carburant. Alors, quand je parle du contexte économique, là, je fais allusion à votre budget. Alors, l'argent que vous détenez dans votre nation, ça peut être à la base. Quand vous avez l'argent, savez-vous, quand vous avez l'argent, vous avez la puissance d'aller peut-être l'acheter d'une manière ou d'une autre. Je prends des facteurs qu'on appelle l'équilibre entre l'offre et la demande. Au sein de votre pays, s'il s'avérait que vous demandez plus et que vous consommez moins, ça peut être aussi à la base. Mais si aussi c'est le contraire, c'est-à-dire vous consommez plus, mais vous demandez moins, ça peut être aussi à la base. Il faudrait un certain équilibre entre ce que vous demandez et ce que vous consommez. C'est ça ce qu'on appelle la loi de l'offre et la demande. Troisième facteur ou indicateur, madame, on parle d'anticipation financière. Les anticipations financières est différent parce que je te parle du contexte économique. Dans les anticipations financières, d'une manière générale, l'État, le gouvernement, je prends le contexte de notre pays, nous n'avons pas de pétroliers, des gens, en fait, les gens qui travaillent dans ce secteur, en fait, il y a des gens qui travaillent dans ce secteur, on les appelle les pétroliers. C'est eux qui nous apportent le pétrole au niveau d'ici. Maintenant, quand le carburant arrive au niveau de la nation, les pétroliers et le gouvernement, d'une manière générale, ils ont ce qu'on appelle une concertation. Ils ont des négociations parce que le gouvernement doit faire ce qu'on appelle un mécanisme de compensation en donnant ces pétroliers ce qu'on appelle la manque à gagner. Donc, c'est-à-dire tel que toi, tu consommes le carburant là. L'État paye pour toi quelques tierces au niveau du pétrolier pour compenser ce qu'on appelle les prix. N'est-ce pas? Et quatrième facteur qui peut être aussi à la base, on nous appelle ça les aléas météorologiques. Parce que le pétrole, il faut aller forer, il faut aller extraire. Le climat peut être aussi à la base, soit de pénurie, soit de la stabilité, ou soit de manque. Parce qu'à un certain moment, si le climat n'est pas favorable, on ne peut pas aller extraire, n'est-ce pas? Maintenant, regardez, je viens de te citer, je viens d'énumérer ces quatre facteurs qui peuvent être à la base. Soit de pénurie, soit de la stabilité, ou soit de hausse du prix. Alors, maintenant, on doit aller vite. Tout de suite, là, il y a un rapport conjoint de la Banque centrale. La Banque centrale vient de publier un rapport stipule que le problème de hausse du carburant est dû à ce qui se passe au niveau de Gaza. Parce que nous sommes ravitaillés au niveau du Moyen-Orient. Maintenant, au niveau du mar de Gaza, savez-vous qu'il y a maintenant la guerre. Il y a la guerre qui se passe de l'autre côté. Et la Banque centrale estime que c'est à cause de ça qu'il y a eu pénurie à un certain moment ici et il y a ce qu'on appelle la hausse. Maintenant, regardez là où moi j'avance, je dis ici, je réfléchis comme intellectuel. Dans les pays, nous avons des ministères. Chaque ministère sectoriel a quand même ses attributions phares qui doit essayer de se battre, de travailler pour un besoin de la population dans son secteur bien précis. Ici, je parle du ministère de l'économie. Le ministère de l'économie a plusieurs attributions. Mais il y a ce qu'on appelle les attributions phares. Première attribution du ministère de l'économie, c'est la stabilité des prix. Parce que le ministère de l'économie est considéré comme le gendarme des prix, comme un policier. Et ils sont là pour se battre au niveau local, pour stabiliser ce qu'on appelle le prix. On observe les silences radio de l'autre côté. On observe les silences radio de son côté. C'est-à-dire? On observe, il n'y a rien à dire du tout. Parce que si ce sont eux qui sont censés à pouvoir défendre... Ok, ok, oui, je comprends, Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a l'augmentation... C'est de là que j'ai dit, laissez-moi réfléchir. Je suis sur les attributions, n'est-ce pas? Et deuxième attribution phare du ministère de l'économie, c'est l'approvisionnement. Le ministère de l'économie doit travailler, madame, pour approvisionner les produits, soit pétroliers ou les produits de première nécessité, etc., pour que les peuples ne puissent jamais manquer l'approvisionnement. Et troisièmement, la concurrence. Alors, regardez, je chute par là. Dans notre pays, madame, nous sommes des Congolais. Tel que toi, tu es là. S'il y a une jeune fille qui veut emboîter les pas par rapport à ton domaine,
il peut peut-être venir chez toi, Maman Elali, comment tu fais pour que tes émissions, quand même les conseils, parce que ça marche ensemble, c'est comme ça la vie. On doit prôner ce qu'on appelle la cohésion structurelle. À quel service ça vous alors, regardez maintenant, madame, je chute par là, regardez bien. Dans notre pays, dans l'histoire, moi quand j'ai fouillé sur le net, on s'est rendu compte que notre pays, pour la toute première fois, nous avons connu dans le secteur là, ancien ministre de l'économie, une dame, Madame Akasia Bandoubola. Elle a géré au moment de Covid, quand Ilunga Ilukamba était premier ministre. C'est au moment de Covid, parce que la situation était internationale, c'est à ce moment-là qu'on pouvait peut-être constater la hausse des prix, qu'on pouvait constater la pénurie. Mais une situation paradoxale, dans le moment de Covid, il n'y a eu jamais pénurie du carburant, jamais la hausse des prix ici dans notre pays. Mais à l'époque, c'est une dame-là qui gérait. Alors, regardez, quand moi j'ai continué à faire mes enquêtes, je me suis rendu compte que cette dame, quand elle gérait dans ce secteur, qu'est-ce qu'elle a essayé d'apporter? Elle a pu stabiliser à travers des réformes ce qu'on appelle le prix du carburant. Elle est allée même plus loin. En 2020, un litre de carburant coûtait 2420, mais elle a essayé de ramener ça à 1925 francs congolais, l'écart de 500 francs. Aujourd'hui, on parle de 250 francs de l'augmentation, mais savez-vous, vous avez vu l'impact. Tout a été chamboulé, bouleversé du point de vue économique. Mais cette dame a essayé de réduire le prix, non seulement stabilisé, mais le prix a quitté de 2420 de 1925. Madame, ça c'est vraiment l'espoir à louer. Deuxième chose extraordinaire, cette dame a obtenu ce qu'on appelle l'augmentation, madame, l'augmentation du volume de mise à consommation. Parce que les carburants arrivent ici en termes de mètres cubes. Quand elle est arrivée aux affaires, la République, les pétroliers nous ravitaillaient plus de 30 000 mètres cubes. Mais au bout de 6 mois, au bout de quelques mois, cette dame a presque doublé. La République a été servie de 53 000 mètres cubes, raison pour laquelle on ne manquait pas de carburant. Il n'y avait jamais la hausse de prix, il n'y avait jamais la pénurie du carburant. Alors, comme un élément, moi, j'étais très sensible à ça. Dans notre pays, il y a de cela 20 ans, on n'a jamais vu ici la baisse du prix du carburant. Même du point de vue international, quand les barils baissaient les prix, mais du point de vue local, il y avait toujours l'augmentation du quoi? Des prix du carburant. Madame, parce que vous parlez au moins de cette dame qui est une référence pour la République démocratique du Congo en termes de l'économie. Oui. Parmi ceux qui ont marqué, qui ont laissé aussi les empreintes dignes de référence. N'a-t-elle pas fermé au moins ses portes pour ne pas être... Alors, merci. Partant de cette question aussi, Madame Akassi, avec tout ce qu'elle a fait, elle a essayé de fermer la porte. Non, pas nécessairement. Et ce qui détruit l'homme congolais, c'est ce qu'on appelle le manque de cette éthique de la cohésion nationale. Nous devons aller interroger l'histoire et poser la question, telle était dans l'affaire, dans ces domaines. Elle a essayé de réussir, elle a essayé de porter quelque chose de positif. Alors, entre un médecin et un malade, qui cherche qui? Parce que savez-vous que nous, les Congolais, d'une manière générale, nous avons une personnalité collective malade. Si ça s'avérait que c'est moi qui étais là, je viens te donner conseil. Savez-vous qu'au Congo, il y a trop d'interprétations inutiles et complexes. Alors, j'ose croire que cette dame, avec la situation actuelle qui dérange, et toi et moi et les autres, elle devrait être consultée. Parce que j'ose croire que cette dame avait mis en place des stratégies. Alors, il faudrait que la personne qui est là, ou le gouvernement, ou le ministre qui viendra dans ce secteur, ici je t'avais dit que je réfléchis comme un intellectuel. Alors, la personne qui va gérer ce ministère dans les jours à venir, il doit impérativement, je ne dis pas que c'est vraiment une obligation, mais avec les soucis de notre pays, la personne doit être consultée, cette dame qui a essayé d'apporter des choses extraordinaires par rapport à ce secteur. Parce que le pétrole, aujourd'hui on parle, mais les gens souffrent. Regardez le prix des carburants, regardez le prix de première nécessité.
tout il y a l'augmentation des prix. Parce que le carburant est vraiment considéré comme une matière qui est dans le socle de l'économie. Et l'impact du carburant, ça touche directement, voire même le petit peuple, madame. Là, c'était juste du point de vue de l'économie, parce qu'on ne peut pas parler seulement de l'économie de la République démocratique du Congo, qui pose problème, sans pourtant aussi faire allusion du côté du transport. C'est vrai, il y a augmentation du prix du carburant, mais les transports aussi posent problème. Quel regard portez-vous à ça? Alors, toujours, je tiens à t'informer que tout ça dépend de stratégie le ministère sectoriel. Alors, savez-vous que madame Akassia, même à un certain moment, je rentre toujours, c'est elle. Elle a même été allée plus loin pour harmoniser les histoires de prix. Parce qu'on doit veiller. Parce que aussi, les Congolais, nous avons en fait ce qu'on appelle notre comportement, tu comprends? Bon, il y a aujourd'hui problématique du carburant. Si tu es là dans les arrêts, presque tous les motards, tous les chauffeurs disent quoi? Carburant, ça n'est c'est de là que je t'avais dit, parmi les attributions du ministère de l'économie, la stabilité de quoi? Des prix. Tu vois cette dame, quand moi j'ai entré sur le net, je me suis rendu compte que c'était une dame de sur terrain. Du fait qu'elle est déjà fondatrice d'une grande fondation, n'est-ce pas, à Carré, à Kassa en action, elle était déjà habituée de descendre sur le terrain. Raison pour laquelle quand elle gérait, elle n'était pas une dame qui passait tout l'état dans son bureau. Il était toujours sur terrain. C'est-à-dire, parmi les réformes, si tu fais les analyses d'une manière globale, on s'est rendu compte que la dame, madame Akassia, était toujours en contact direct avec les gens dans son secteur, soit dans le secteur pétrolier, soit sur les produits de première nécessité. Donc, en fait, c'est purement une stratégie qui a essayé d'apporter quelque chose, raison pour laquelle c'est un problème qui dérange tout le monde. Et nous, étant qu'intellectuels, nous espérons qu'on doit nécessairement consulter cette dame qui a essayé vraiment d'apporter quelque chose. Et si la maîtrise, on prend seulement un point, la maîtrise du carburant et l'apport important dans ces secteurs. Merci beaucoup, monsieur Gilles. Je rappelle à nos téléspectateurs, il s'agit de monsieur Gilles Mbouyi, cadre de l'Union Sacrée, analyste politique. C'est avec lui que nous sommes en train d'échanger par rapport à cette problématique qui ronge même la vie de la population congolaise. Nous tournons la page sur la hausse du prix des carburants. On va ouvrir une nouvelle page. Là, sera juste un petit commentaire, mais on va rester beaucoup plus focalisé par rapport à la révision de la Constitution. Mais avant d'y arriver d'abord dans cette problématique, quel regard portez-vous? Hier, c'était juste la montée de la tension, les réactions étaient à l'horizon. Aujourd'hui, c'est les face-à-face, c'est tête-à-tête entre les présidents de la République et le cardinal Ambongo. Ok, en fait, c'est comme si vous m'avez posé des questions directement. Non, non, mes regards sur la Constitution. Je suis d'abord, non, non, là on va toucher ça après. Ok, on parle par rapport au prêtre, voilà, notre père spirituel, cardinal Ambongo. Alors, moi, j'ai toujours dit ceci. Vous devez savoir que l'Église devrait être toujours aux côtés des opprimés. Moi, avec toi, nous sommes ici. L'Église catholique doit être au milieu du village. Et ce qui est normal, l'Église doit être aux côtés des opprimés. Partant des discours, les propos, les dernières sorties médiatiques du prêtre, quand il a essayé de parler par rapport à la situation générale de notre pays, il y a eu ce qu'on appelle les XY, convocation, ceci, cela. Et les opposants de l'autre côté l'ont récupéré l'affaire pour essayer de commenter de leur manière et de dire de leur manière. Aujourd'hui, nous avons vu la sagesse du président. Le président était en face avec son frère, notre père spirituel, le cardinal. Ils ont essayé de discuter face à face. J'ose croire qu'il y a eu des vérités qui se sont dites en face entre l'Église catholique, représentée par le cardinal, et le président. Alors, moi, quand je réfléchis d'une manière très nette, je ne peux jamais, d'une manière ou d'une autre, être pour et contre l'Église catholique. Parce que d'abord, en amont, je vais te dire ici, l'Église doit être toujours à côté de la population. Et nous, les Congolais, nous, l'IDPS, on s'est battu pour installer ce qu'on appelle l'état de droit. Et l'état de droit, il y a ce qu'on appelle libre expression. Papa cardinal était aussi libre partant de ses propos. Alors, Fachi ne pouvait pas prôner la stratégie des autres comme auparavant. Quand Mosengo critiquait, vous avez connu,
quand le cardinal Etchou, tout ça. Mais avec la sagesse de Fachi, il a essayé d'appeler papa cardinal, ils ont essayé de parler, et j'ose croire que la situation sera décantée à travers cette concertation, à travers ce dialogue, parce que le pays nous appartient. Maman Elali, tu as droit, si ça ne marche pas, de dire et de proposer. Moi, M. Gilles, j'ai aussi droit, si ça ne marche pas, je dois proposer. Parce que nous tous, c'est le pays, notre maman, c'est le Congo. On doit d'abord réfléchir au Congo, on ne peut pas réfléchir sur notre couleur par parti, notre couleur est politique. Merci beaucoup. C'était juste un point de vue par rapport à cette actualité. Touchons alors notre problématique sur la révision de la Constitution. Je vous rappelle aussi, je rappelle à notre très cher invité qui est au plateau que quand les DPS étaient juste à l'opposition, ils s'opposaient beaucoup plus sur la révision de la Constitution. Un bon matin, IDPS au pouvoir, c'est IDPS qui réclame que la Constitution soit révisée. Pour quelle cause, M. Gilles? Faisons une analyse épistémologique, maman. Quand nous étions sur terrain, je me rappelle à l'époque, je suis encore étudiant, nous étions au Home, à l'IPEN, avec les amis, nous étudiants, on s'est battus par rapport à cette problématique. Parce qu'à tout prix, on ne voulait pas qu'on puisse toucher à la Constitution. Ce n'est que normal. Pourquoi? Il y avait l'intention négative par rapport aux gens qui géraient notre pays. Quand ces gens-là parlaient sur la révision constitutionnelle, leur penché, dans leur chaîne mentale, ils avaient tout simplement l'idée de toucher ce qu'on appelle l'article 70. Parce que dans l'article 70 est écrit ceci: le président est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Je répète, renouvelable une fois. Et quelle est l'intention de l'IDPS? Alors, j'arrive, je suis en train de faire les analyses. Ces gens-là, à tout prix, savez-vous que combien de fois ils ont essayé de reporter les élections? Parce que et dans leur chaîne mentale, c'était ça le souci pour que l'ex-président se pénalise au pouvoir. Et raison pour laquelle nous, on avait dit on ne pouvait jamais toucher à cette tactique. Malgré dans l'air dit c'était pas ça. Mais dans le discours de l'être, maman, il y a ce qu'on appelle le dit et le non dit. Dans l'air non dit, ils avaient le souci de modifier, non, de réviser la Constitution par rapport à l'article 70. Maintenant, je rentre chez nous. Quand nous sommes venus au pouvoir, quand nous sommes dans les affaires, je t'avais dit l'IDPS avec notre père de la démocratie, Étienne, paix à son âme. Étienne s'est battu pour l'instauration effective de ce qu'on appelle l'état de droit, le respect des tests. Et je tiens à t'informer que nous, l'IDPS, à tout prix, nous allons respecter les tests parce que Fachi était assis à côté du grand maître père de la démocratie qui prônait toujours par les tests. N'est-ce pas? Mais nous, je te dis, aujourd'hui, l'IDPS réfléchit sur la Constitution, nous ne devons pas modifier. Mais nous devons faire quoi? Réviser certains articles qui sont à la base du freinage et du développement de notre pays. En dehors du 70. En dehors du 70. L'article 70, c'est un article verrouillé que nous, l'IDPS, on ne peut jamais, je te dis jamais, je suis devant votre plateau. Après, tu vas encore, nous sommes là, nous allons encore revenir ici parce que nous, c'est l'état de droit. Mais faisons des analyses, madame. Nous sommes dans quel contexte? Quelle est la personnalité de l'être congolais? Dans notre constitution, le Sénat, les sénateurs, les gouverneurs sont élus au suffrage indirect par qui? Les députés. Qui représentent la population. Qui représentent la population. Okay. Mais je dis ici, nous sommes devant un dilemme partant de la personnalité de l'être congolais. On vient de dire quoi ici? Il y a eu des élections ici. Les gens ont décrié ce qu'on appelle la corruption des députés. N'est-ce pas? Au niveau provincial, que tel sénateur avait donné ceci à cela. Il y a eu des candidats gouverneurs bien placés, aimés par la population, je te dis, madame, d'une manière extraordinaire. Mais ils n'ont pas pu accéder à cette fonction compte tenu du comportement négatif
de nos députés provinciaux. Vous comprenez? Or, ça, ce sont des choses que nous devons réfléchir ensemble. Moi, je connais un jeune, très jeune au niveau du Sud Kivu, très aimé. Je te dis très aimé. Il est allé au Cooks, au niveau du gouvernorat, avec un professeur, pour ce que je cite le nom, avec l'écart de 4 voix. Mais les jeunes là, Émile Soumaïl, il n'a pas pu devenir gouverneur au Sud Kivu à cause de cette élection-là que moi je qualifie une très mauvaise élection. Et on doit revoir ça. Savez-vous qu'au niveau de Sud Kivu, on a perdu les gens à cause de ce monsieur Émile parce qu'il n'était pas élu. Les mamans au niveau du marché, il y a des gens qui ont piqué des crises. Mais elle a seulement appris pourquoi Émile n'est pas passé comme gouverneur. La dame, la maman n'a pas pu supporter. Il y a des gens qui sont là, qui devraient être vraiment de bons sénateurs pour la République, mais n'ont pas pu accéder. Savez-vous que dans notre pays, il y a eu des gens, hier on a qualifié des choses, ils ont fait des histoires bizarres, mais ils sont devenus sénateurs à cause de quoi? À cause de 3 voix de personnes à qui ils ont eu ceci, qu'ils ont eu cela. Maintenant dans tout ça, même dans la Constitution, il y a l'article 218 qui a déjà prévu la modification ou la révision constitutionnelle aussi. Il y a eu tant des articles qu'on peut réfléchir. Moi, je prends encore un autre article, je suis libre, je suis intellectuel, je réfléchis. À l'heure actuelle, nous devons quitter cette mentalité traditionnelle de la nationalité édhique, la nationalité congolaise exclusive et cela. Alors, il ne faut pas venir peut-être m'embrouiller par la question attends, j'arrive, je comprends déjà ce que tu allais dire. Oui, les histoires de la congolité, la situation de la congolité. Exactement. Mais moi, je réfléchis d'une manière rationnelle. Savez-vous, on peut opter pour la double nationalité, mais certaines fonctions, on peut verrouiller ça. À l'heure actuelle, on parle de mouvement de personnes. Les pays comme le Kenya, Mauritanie, Ouganda, les autres sont optés déjà pour la double nationalité. Savez-vous combien de compatriotes sont au niveau, soit de l'Afrique, soit au niveau de l'Europe? Ils ont besoin de revenir s'installer ici. Ils ont besoin de venir, en fait, créer, mettre des histoires des entreprises. Mais ils se disent, je suis déjà français. Je serai bloqué. Je suis déjà ceci. Je suis... Attends, j'arrive, maman. Et tout cela, nous devons réfléchir. Parce que les pays, nous devons avancer. Les grandes nations comme l'Allemagne, comme le Brésil, les gens, ils ont opté pour cette double nationalité. À un certain moment, le monde s'y dit ce qu'on appelle la mutation. Et nous devons nous adapter par rapport à cette mutation. On note pour la double nationalité, on révise la Constitution. Suivez, madame. On révise la Constitution, mais on doit verrouiller certaines postes et les responsabilités. Parce qu'à l'heure actuelle, on parle de mouvement de personnes. Les gens doivent se déplacer. Les gens doivent se sentir à l'aise. Hier, les gens ont essayé. Regardez aujourd'hui le Kenya. Regardez Nairobi. Vous sentez que vraiment... Vous sentez pourquoi? Parce qu'il y a la double nationalité. Il y a des gens qui se sentent à l'aise. Je suis du Kenya, je suis français, sans problème. Mais c'est juste, je sais que l'histoire ne s'efface jamais. Et cela surtout ne s'effacera jamais dans le mémoire, dans la tête des Congolais. Je me rappelle que l'année passée, avec le régime passé, oui, on a connu un problème ici avec le ministre de l'enseignement, où il y a eu un détournement. À un certain moment, il a pris fuite pour aller s'installer juste au Congo-Brazzaville. Mais quand il était parti là-bas, la réclamation, il n'était pas réclamé comme étant un citoyen congolais, mais il était réclamé comme étant un citoyen américain. Ah, oui, oui. Le fait de doter aux Congolais une double nationalité, ne trouvez-vous pas les dangers aussi de cette... Maman Elali, dans la vie, il faut toujours réfléchir en termes de positivité et de négativité. Mais ici, je vais te dire quoi? Je opte pour cette double nationalité, mais certaines fonctions devraient être quoi? Verrouillées. Si moi, je fais les analyses par rapport à cette double nationalité, je réfléchis en termes de mouvement d'abord de gens, de personnes. Les gens doivent se sentir à l'aise parce que les gens ont besoin d'investir ici. Mais certaines fonctions, non, je dis, ce sont des gens qui sont de l'autre côté. Ils ont eu des soucis. Nous, on a des amis qui sont déjà devenus tel. Mais on se parle, non? Mais ils se disent, mais vous comprenez. Mais je dis certaines fonctions, peut-être de l'administration, pour devenir ministre,
Non, on doit venir président de la République, ouais. Mais dans d'autres, en fait, d'une manière classique, laissons quand même cette liberté. Parce que c'est normal, ça pourrait être à la base, pas ça pourrait, mais ça peut être à la base du développement de notre nation. Mais certains postes stratégiques ou certaines fonctions ne peuvent jamais assurer par la personne qui a opté pour cette double nationalité. Nous devons avancer. Les pays, nous devons avancer et nous devons nous adapter par rapport aux aléas actuels. C'est comme ça que nous devons évoluer. Je prends encore, si je peux encore essayer de réfléchir. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel, maman, où il y a séparation nette du quoi? Du pouvoir. Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. On sous-attend que, surtout au niveau du pouvoir judiciaire, on dit la justice doit être totalement indépendante. C'est le contraire avec nous. Regardez, moi je ne suis pas dans ça, je suis dans les tests. Or, quand tu rentres dans l'article 82, le même article stipule ceci: le président de la République nomme et révoque les juges et les magistrats. Maman, quand moi je te nomme, c'est-à-dire j'ai la même mise sur toi. Où serait maintenant totalement l'indépendance de la justice? On doit réfléchir. Parce que c'est la justice qui élève une nation. Après 20 ans, après 30 ans, après 50 ans, nous aurons un président. Et on ne sait pas quel sera le caractère de ce président. Parce que le président et le premier ministre, je te dis, c'est la Cour constitutionnelle et qui sont dans la juridiction pénale du président. Le président et le premier ministre peuvent être jugés au niveau du Cour constitutionnelle. Or, le président, au niveau de la constitution de la Cour constitutionnelle, le président propose 3 membres. Le président propose 3 membres. Maintenant, si nous prenons réellement sur l'état de droit, parce que le soubassement de l'état de droit, c'est la justice. Maintenant, on doit laisser l'indépendance à la justice. Mais quand déjà la Constitution donne déjà les forces ou cette force au président de la République d'avoir la même mise sur la justice. Parce que quand tu nommes, du fait que tu nommes, tu as la même mise sur la personne que tu nommes. Là, alors, à un certain moment, on peut faire des analyses. Voilà, là c'est juste parce qu'on nous... Il y en a d'autres, pas d'autres. Il y en a pas d'autres. Il reste juste 3 minutes pour sortir avec cette émission. Là, c'était juste les enjeux. Alors, les côtés aussi dangers de la révision de cette constitution. Alors, du côté danger, surtout, on ne peut jamais toucher l'article 70 parce que nous, l'IDPS, ce n'est pas pour rien qu'on s'est sacrifié. Savez-vous qu'on a brûlé même les gens au sein de notre siège. Il y a des Rossi qui sont partis. Il y a des gens, des activistes de l'Europe au niveau de Lucha. Il y a eu des gens, des arrestations. On s'est battu. Nous autres, je me souviens, nous étions délogés au niveau du HOM. Ça n'a rien à voir à l'époque au niveau de l'IPEN, quand les gens parlaient que non, on ne veut pas que les étudiants puissent siéger au niveau du HOM, parce qu'à un certain moment, bien sûr, l'université est apolitique, mais à un certain moment, les étudiants, il y avait un groupe qui était aussi contre cette révision constitutionnelle. Il y a eu des gens qui nous ont laissés, et nous, l'IDPS, nous avons beaucoup travaillé et nous avons vraiment sacrifier nos énergies, nos forces, nos vies par rapport au respect de la Constitution. Et aujourd'hui, l'IDPS au pouvoir, nous ne pouvons jamais toucher et verrouiller cet article 70. Maman, savez-vous que nous avons l'obligation, parce qu'on a passé le temps, de réviser cette Constitution. Cette Constitution a été élaborée d'abord, au niveau de la Belgique, avec 22 sujets. Parmi les 22 sujets, je tiens à te rappeler, il n'y avait que 7 Congolais. Parce qu'on n'a pas le temps, j'ai la liste que j'ai fouillée ici. On va y revenir avec ça. Vous comprenez? Tout ça, après, invitez-moi. Parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Côté danger, maintenant tu dois m'inviter, je vais te détailler les noms des gens qui ont élaboré la Constitution. Je te parle de 21 personnes, mais il n'y a que 7 Congolais. 7 Congolais. Puis, est-ce que les 7 Congolais-là sont vraiment des Congolais d'origine? Point d'interrogation renversé. Donc, nous devons prochainement parler de ça. La toute dernière question avant de finir, parce que c'est bien. C'est mieux d'ailleurs, j'allais dire, de réviser la Constitution, mais votre appel aussi.
à la population congolaise qui vous suit? Alors, je tiens quand même d'abord à dire au peuple congolais, nous devons toujours rester optimistes. Nous devons toujours penser le bien de notre pays. Cette constitution, il y a des articles qui sont à la base du blocage de l'émergence et du développement de notre pays. Il y a des articles que nous devons peut-être retoucher pour qu'ils permettent au Fachi, au niveau du deuxième mandat, de faire bien son travail, et le président qui va venir aussi après. Et aussi, je tiens aussi à dire à la personne qui va gérer ce ministère de l'économie, parce que d'ici là, il y aura sorti du gouvernement avec tout vraiment les soucis de notre pays, vu la problématique du carburant qui dérange la population congolaise. Si s'avérait qu'il est là, d'aller au moins consulter cette dame Acacia Bandoubola, qui est tellement ouverte, une dame qui a essayé d'apporter quelque chose, la dame qui a essayé de maîtriser cette problématique du carburant dans notre pays. Et vraiment, je dis merci et que Dieu bénisse notre pays, la RDC. Nous vous disons merci pour cette lumière apportée à l'émission Tranquille pour convaincre. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Aujourd'hui, on a eu l'opportunité de décortiquer cette problématique sur la hausse du carburant, la révision de la Constitution avec M. Jules Mouy, qui est le cadre de l'Union sacrée. Suivez la révision de cette émission demain dimanche à partir de 15h05. On se retrouve le mercredi prochain. Aurait le plaisir d'avoir un nouveau numéro. Portez-vous bien. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.